Bonjour. Après avoir parlé du projet que nous devons élaborer en amont et en appliquant des instruments d'évaluation du club ou bien de la société sportive qui nous donne une opportunité d'entraîner son équipe première, aujourd'hui nous allons petit à petit avancer vers ce qui doit se faire sur le terrain parce que nous avons déjà parlé de comment on peut évaluer l'opportunité d'entraîner une équipe première en appliquant la matrice SWOT de Boston Consulting Group, par exemple pour étudier les points forts, les points faibles, les opportunités, les menaces, ou soit comment on peut appliquer le modèle de Gilbert par rapport à la performance en mettant en relation les moyens, les objectifs et les résultats. Donc, petit à petit, on va avancer vers la méthodologie, ce qui se fait en général sur le terrain. Et là, pour bien s'orienter, on doit connaître le contexte général du football et l'activité physique durant un match. La prestation, le modèle de la prestation au niveau du football. On doit maîtriser ça pour pouvoir estimer ou bien voir ce que le joueur a vraiment besoin et pour pouvoir projeter nos contenus d'entraînement. Donc, ici, on va avancer. Entraîner, c'est quoi? C'est une science exacte ou bien c'est aussi un art. Selon Raymond Verjegen, The Art of Coaching, entraîner est un art qui se base sur la science. Et selon James Bongsbo, le créateur du test yo-yo, selon lui, le football n'est pas une science, mais la science peut aider le football. Donc, ce n'est pas seulement une science, c'est aussi un art. Et quand on parle de l'art, il faut créer, il faut de la créativité, il faut s'adapter. Et donc, pour pouvoir s'adapter, il faut bien connaître le milieu, il faut bien étudier le milieu, il faut bien étudier le modèle de prestation de l'activité pour comprendre ce qu'il faut proposer aux joueurs à l'entraînement. Donc, parce que parfois, il y a des méthodologies, ce n'est pas qui sont mauvaises, mais qui ne cadrent pas avec certaines réalités. Donc, tout de suite, on va voir la réalité et deux types de réalités en fonction du temps de préparation et temps de compétition. Donc, le contexte, on doit savoir que il y a des sports, des disciplines où le temps de préparation est long et le temps de compétition est court. Par exemple, un athlète qui a 8 mois ou bien 1 an devant lui pour préparer le jeu de Paris, je ne sais pas, ou bien jeu de Lomé ou bien de Dakar, je ne sais pas, c'est un exemple. Donc, l'athlète a 8 mois devant lui. Le temps de préparation est long, mais le temps de compétition est court. Peut-être que la compétition va durer 1 semaine ou bien 2 semaines. Mais ce contexte est le contraire de nous au niveau du football. Au football, nous avons un temps de préparation court, pratiquement 1 mois. Si vous avez la chance, ça fait 1 mois et demi, 6 semaines. Et un temps de compétition pratiquement 8 mois long. Mais or, il y en a plein de bouquins ou bien de méthodologies d'entraînement de préparation, les méthodes de préparation qui sont issues du premier contexte où le temps de préparation est long et le temps de compétition est court. Mais parfois, on applique les mêmes méthodologies là au football. Est-ce que ça peut marcher? Parce que nous n'avons pas le même contexte. Et nous, au football, le temps de préparation est court. Le temps de compétition est long. Est-ce que vous voyez? Donc, la première question qu'on doit se poser, est-ce que le travail pyramidal ou bien le travail par bloc, on faisait souvent que la première semaine de préparation
aérobie, endurance aérobie, la deuxième semaine, puissance aérobie, troisième semaine, la force, quatrième semaine, la vitesse, cinquième semaine, affûtage. Est-ce que ça peut marcher au football? On ne peut pas marcher au football parce que ici, c'est une méthodologie qui cherche à atteindre le pic de la performance avant la compétition. Mais au football, nous n'avons pas ce temps-là. On a un temps de préparation court et un temps de compétition long. Donc, on doit pouvoir trouver d'autres approches de solutions. Parce que ce travail par bloc ou bien pyramidal, première semaine aérobie et comment on appelle, endurance aérobie, deuxième semaine puissance aérobie, troisième semaine la force, quatrième semaine la vitesse, cinquième semaine affûtage, ne peut pas, n'est pas compatible, excusez-moi, n'est pas compatible à notre contexte, à la réalité du football, où le temps de préparation est court. Maintenant, parfois, ce temps de préparation au niveau du football, on le transforme en temps de préparation physique qui n'existe pas au football. La phase de préparation physique d'avant-saison n'existe pas au football parce qu'au football, nous avons que un mois ou parfois c'est 6 semaines. Et c'est dans les 6 semaines ou bien dans les un mois là que nous devons travailler aussi le côté athlétique, le côté technique, tactique et psychologique. C'est dans la phase de préparation là que l'entraîneur aussi doit mettre en place son projet de jeu. Est-ce que vous voyez? Donc, on n'a pas le temps. Et si on veut faire ce travail pyramidal, on risque de transformer cette phase de préparation à une phase uniquement à une phase de préparation physique. Et c'est maintenant, durant la compétition, on voit maintenant qu'il y a des lacunes sur le plan technique, sur le plan psychologique ou tactique. Est-ce que vous voyez? Donc, la phase de préparation au football, c'est une préparation holistique. Ce n'est pas seulement une phase de préparation physique. Non. Donc, c'est ça. Et chaque discipline a ses réalités, son contexte, et on a plein de méthodologies d'entraînement. Ce n'est pas la méthodologie qui est fausse, mais elle ne cadre pas peut-être avec notre réalité. Est-ce que vous voyez? Donc, au niveau du football, on doit penser à d'autres approches de solutions. On va évoluer. Ici aussi, un exemple. Parfois, on aime commencer, on va l'utiliser par rapport à la phase de préparation. On commence la préparation, on travaille par bloc ou bien pyramidal. Et quand le championnat, on est proche du championnat la dernière semaine, on se dit affûtage et on pense que les joueurs vont atteindre leur pic de forme et maintenir leur pic de forme. Mais ça peut marcher au niveau de l'athlétisme ou bien de certaines réalités où le temps de préparation est long, pratiquement un an parfois, et le temps de compétition est court. Or, chez nous, au football, c'est le contraire. La préparation est pratiquement un mois, la compétition est longue. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que nous avons vraiment le temps de commencer la préparation au niveau du football et quand le championnat arrive, les joueurs atteignent leur pic de forme? Non, on n'a pas ce temps-là. Les un mois que nous avons, c'est une préparation holistique. On doit travailler aussi sur le plan athlétique, pas seulement sur le plan athlétique. On doit travailler aussi sur le plan technique, psychologique et tactique. Donc, on n'a pas le temps. Maintenant, on va voir notre contexte de compétition au niveau du football.
comme nous sommes dans le cadre des grands, on va s'intéresser ici au niveau des seniors. Vous allez voir que chez les seniors, ça dépend des niveaux, hein, ils auront parfois 60 à 70 matchs par saison. Donc, ça ne veut pas dire que le football, ce n'est pas seulement une compétition qui se déroule uniquement sur 2 semaines ou bien 1 mois. Non. Vous aurez des matchs chaque semaine ou bien parfois 2 matchs par semaine. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas une question d'avoir des pics de forme avant de commencer le championnat. Mais ici, ce qui est plus intéressant au football, c'est de pouvoir manipuler, gérer la forme des joueurs entre 2 matchs durant la semaine pour que au prochain match, les joueurs possèdent encore une sorte de fraîcheur physique pour pouvoir performer dans le match. C'est ça qui est plus important, plus que d'avoir le pic de forme avant le début du championnat, ce qui est quasiment impossible. Donc, au football, on voit que nous, notre compétition, c'est chaque week-end ou bien c'est 2 fois par semaine. Peut-être que c'est mercredi et dimanche. Est-ce que vous voyez? Donc, le but, le jeu ici, c'est de stimuler les joueurs dans la semaine pour que le jour du match, les joueurs possèdent encore de la fraîcheur physique pour pouvoir performer dans le match. Donc, on va revenir sur ça, des approches de solutions pour pouvoir y arriver. Donc, on va évoluer. Maintenant, on va voir dans le match l'activité physique durant le match. Et la littérature scientifique, il y a beaucoup de données dans la littérature scientifique par rapport à ça. Que le joueur peut-être fait 10 à 13 km de déplacement dans un match, tel numéro de kilomètres, tel numéro de saut, tel numéro d'accélération. Et par poste, ça diffère par poste. Et aujourd'hui, on sait que les profils, chaque joueur a son profil. Donc, si vous avez 25 joueurs, vous aurez 25 profils différents. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut trouver ces données-là dans la littérature scientifique. Même tout ce que vous voulez est l'activité physique durant le match. Malheureusement, nous qui suivons aujourd'hui cette masterclass, au début, on s'est dit, on n'a pas de matériel comme GPS pour pouvoir profiler nos joueurs. On n'a que nos yeux, on travaille uniquement que nos yeux. Donc, on va essayer de proposer des choses à partir des yeux, ce qu'on observe avec nos yeux. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est beau. On peut l'appliquer facilement au niveau des entraînements. Mais si nous, on n'a pas de matériel, on n'a pas de GPS, on n'a rien, on n'a que nos yeux, on travaille uniquement que nos yeux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut étudier le football, l'activité physique durant le match pour pouvoir savoir ce qu'on peut proposer aux joueurs? Donc maintenant, on va voir ce qu'on peut faire à partir de nos yeux, si on n'a que les yeux pour travailler. Et c'est la plupart des temps, beaucoup de techniciens, surtout dans la zone Afrique, travaillent uniquement avec les yeux. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, avec nos yeux, on peut observer le football. Quand on observe le football, le match commence, la première partie. On n'a que nos yeux, on peut observer que l'activité physique durant le match n'est pas une course constante. On peut observer que le joueur alterne des actions à haute intensité suivies des actions à faible intensité sous forme de récupération. Donc, c'est un cycle de haute intensité suivi d'actions de récupération, action à haute intensité suivi de récupération. Et on peut noter que au fur et à mesure que le match s'avance, ce n'est pas qu'il n'y a plus d'actions à haute intensité. Il y a toujours des actions à haute intensité jusqu'à vers la fin du match, mais parfois, c'est le temps de récupération après avoir effectué une action à haute intensité qui devient long.
le temps augmente maintenant. Et on peut attribuer ça à l'effet de la fatigue. Est-ce que vous voyez? Si on a uniquement que nos yeux, on peut quand même observer ça. Maintenant, les hautes intensités, si on n'a que nos yeux, on voit que ce sont des actions à haute intensité. Là-bas, on peut estimer que c'est la force. Le joueur utilise la force, la vitesse, RCA qui est Repeat Sprint Ability, l'habilité de répéter les sprints, les duels, tout ça là. Là-bas, on peut déduire, si on n'a que les yeux, que c'est la filière anaérobie qui est en train d'intervenir là-bas. Donc, au niveau des actions à haute intensité, la filière anaérobie intervient là-bas. Et quelle anaérobie? Avec nos yeux, on ne le sait pas. Nous, on travaille avec les yeux, uniquement que les yeux. On va déduire des choses simplement terre à terre et petit à petit, voir ce qu'on peut mettre en place sous forme de contenu. Donc, on ne sait pas si c'est anaérobie lactique ou bien anaérobie lactique. On ne le sait pas. Mais tout ce qu'on peut déduire par rapport à nos yeux veut dire que la filière anaérobie permet aux joueurs de performer en termes d'action à haute intensité. On va avancer. On va voir qu'après une action à haute intensité, le joueur récupère en faisant d'autres actions à basse intensité, et la marche, c'est la récupération, la marche ou bien arrêt ou bien course à basse intensité ou bien intensité modérée. Donc là-bas, on peut déduire aussi que c'est la filière aérobie qui intervient. Et quelle aérobie? Aérobie puissance ou bien aérobie capacité? On ne sait pas encore. On n'a que nos yeux. Nous sommes en train d'étudier l'activité uniquement avec nos yeux. On ne peut pas déduire tout en même temps. Donc ici, on peut déduire quand même que la filière aérobie met aux joueurs de récupérer après avoir effectué une action à haute intensité. Donc, on peut récapituler. La filière anaérobie met aux joueurs de performer en termes d'action à haute intensité. Et la filière aérobie permet aux joueurs de récupérer après avoir effectué une action à haute intensité. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue toujours uniquement avec nos yeux. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Améliorer la performance physique d'un joueur, ça veut dire quoi? Continue toujours avec nos yeux. Améliorer la performance physique d'un joueur. Premièrement, le premier point, ce qu'on peut déduire si on travaille aussi uniquement avec nos yeux, c'est que notre premier objectif, l'entraînement doit permettre aux joueurs de tenir ce cycle d'action à haute intensité suivi de récupération dans le temps, c'est-à-dire jusqu'à la fin du match, à la fin des 90 minutes. Ça doit être notre premier objectif si on veut améliorer la performance physique de nos joueurs. Le premier objectif, c'est que jusqu'à la fin du match, nos joueurs doivent être présents sur le plan athlétique, doivent toujours être présents. Ce n'est pas que après la mi-temps, on ne retrouve plus nos joueurs. C'est le premier point, ça. Que ce cycle, action à haute intensité, suivi de récupération, le joueur doit pouvoir maintenir ce cycle-là jusqu'à la fin du match. Est-ce que vous voyez? Sans perdre la qualité de la récupération ni l'intensité des actions. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est notre premier point. Maintenant, on va répondre maintenant. Que signifie améliorer la performance physique des joueurs? Le premier point, nos séances doivent permettre aux joueurs de pouvoir réaliser des actions à haute intensité dans le match. Durant le match, le joueur doit être capable de réaliser des actions à haute intensité. Ce n'est pas fini. Nos entraînements
doivent permettre aux joueurs de maintenir la qualité des actions à haute intensité. Ça veut dire que la qualité des actions doivent être maintenues jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas fini. Nos séances d'entraînement doivent permettre aux joueurs de pouvoir récupérer rapidement après avoir effectué une action à haute intensité durant le match. Et ce n'est pas fini. Nos séances d'entraînement doivent permettre aux joueurs de maintenir la capacité de récupération brève après avoir effectué une action à haute intensité. Donc, ce sont les critères de performance durant le match que le joueur doit être capable de réaliser des actions à haute intensité. Ce n'est pas fini. Maintenir la qualité de ces actions à haute intensité jusqu'à la fin du match. Ce n'est pas fini. Nos séances d'entraînement doivent permettre aux joueurs que durant le match, le joueur doit être capable de récupérer très vite après avoir effectué une action à haute intensité. Et ce n'est pas fini. Nos séances d'entraînement doivent permettre aux joueurs que durant le match, le joueur maintient cette capacité de récupérer très vite après avoir effectué une action à haute intensité, dans le sens de pouvoir enchaîner d'autres actions à haute intensité, dans le bref délai plus possible. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous voyez? C'est ça, améliorer la condition physique d'un joueur ou bien la performance physique d'un joueur. Donc, ici, on va aller vers le contenu, comme on a vu, en grosso modo, ce que le joueur, ce qu'il faut pour le joueur dans le match pour pouvoir performer. On va voir maintenant par rapport à Mick Young, pour lui, pour être performant au football, tu dois être capable de courir vite à plusieurs reprises avec un minimum de récupération, selon Mick Young. J'espère que je suis en train de donner des points de réflexion à des gens. Ou bien, c'est ça, non? On continue. Maintenant, on va aller vers le contenu des séances d'entraînement. Tout ça là que nous avons vu. Maintenant, selon nous, qu'est-ce que le joueur a besoin? On a vu que le joueur, pour performer dans le match, il doit être capable de réaliser des actions à haute intensité, des actions de qualité à haute intensité. Et ce n'est pas fini. Il doit être capable de maintenir la qualité de ces actions-là jusqu'à la fin du match ou bien le plus longtemps possible. Et ce n'est pas fini. Le joueur doit être capable de récupérer vite après avoir effectué une action à haute intensité. Et ce n'est pas fini. Il doit être capable de maintenir cette capacité de récupération brève après avoir effectué une action à haute intensité. Donc, en grosso modo, selon nous, qu'est-ce qu'il faut maintenant comme contenu aux joueurs? On va commencer petit à petit comme ça. On va comprendre les bases. Et là, on peut s'adapter à tous les moments. Donc, ici, le contenu du programme athlétique pour le joueur. Si on connaît l'objectif, ou bien ce qu'il faut pour performer dans le match, et le contenu. On va partir de Ferretto Ferretti, le directeur du centre technique de la Fédération italienne de football. Il dit, la première des choses, pas la première des choses, il parle en termes de pyramide. Et le haut, on doit avoir la motivation. Avant tout, il faut la motivation pour les joueurs. Après, les accélérations et décélérations. Et le joueur a besoin de ça. Les accélérations et décélérations. Après, pour lui, les joueurs ont besoin de haute intensité, travail à haute intensité, sans ballon et avec ballon. Pour lui, ce n'est pas fini. Les joueurs ont besoin de faire
des possessions de balles à différentes intensités, à variant l'intensité de possession de balles. Ce n'est pas fini pour lui. Les joueurs ont besoin de changement de direction, de réaliser des changements de direction. Pour lui, ce n'est pas fini. Oh, les joueurs ont besoin de endurance, vitesse. Pour lui, ce n'est pas fini. Les joueurs ont besoin de force spécifique ou force fonctionnelle. Et pour lui, tout ça doit être basé sur une bonne puissance aérobie, c'est-à-dire PO2 masse. Donc la base, pour lui, c'est la puissance aérobie. Développer la puissance aérobie. Et au top, il doit avoir la motivation, les accélérations et décélérations, le travail de haute intensité avec et sans ballon, avec ballon et sans ballon, phase de possession et de non-possession de balle avec différents rythmes de jeu, changement de direction, endurance, vitesse, force spécifique ou force fonctionnelle et la puissance aérobie. Donc, selon Ferretti, c'est ce que le joueur a besoin et c'est ce qu'on doit mettre dans nos projets de contenu. Et maintenant, la question, comment on doit s'organiser pour faire ça? Comment on va utiliser ces moyens-là pour atteindre nos objectifs? Comment on va appliquer ces contenus-là? Donc, et pour pouvoir appliquer ces contenus, nous sommes au football et on l'a vu au début que au football, ce qui serait plus important, parce que durant le championnat, vous aurez beaucoup de matchs et les matchs ne sont pas les mêmes. Chaque semaine, vous aurez des matchs ou bien 2 fois par semaine même. Donc, le plus important, ce n'est pas de préparer les joueurs pour qu'ils atteignent leur pic de forme avant le démarrage du championnat, mais plutôt savoir comment manager la semaine, une semaine type, comment stimuler les joueurs entre le match passé et le match à venir pour que durant le match, les joueurs possèdent encore de la fraîcheur physique pour pouvoir performer. Donc, c'est comment planifier ou bien gérer la semaine, la charge de l'entraînement durant 2 matchs. C'est ça qui est plus important au football. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Prochainement, on va parler des charges de l'entraînement, de la quantification et comment on peut planifier une semaine type avec un match, semaine type avec 2 matchs, semaine type avec match passé à l'extérieur, semaine type avec match passé à domicile. On va voir ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir permettre aux joueurs d'avoir de la fraîcheur physique durant le match prochain. Donc, on va voir les principes modernes de la planification de la semaine entre 2 matchs, semaine avec 7 jours à votre disposition, semaine avec 5 jours, semaine où vous avez 2 matchs. On va voir ça. Mais tout d'abord, on va parler de la charge de l'entraînement, les 2 types de charges, charge externe, charge interne, comment on peut les quantifier, et la quantification, ce qui se fait au haut niveau, comment on peut s'adapter, suivi de charge, le monitoring, on va parler de ça et après on va entamer notre semaine type. Merci beaucoup. S'il y a des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, des questions les gars.